La loi sur l'audiovisuel, ouverture du débat à l'Assemblée nationale. La crise des Malouines, après avoir pris l'île de la Géorgie du Sud, Londres veut toujours négocier. L'Argentine renforce son dispositif militaire dans les Malouines. Proche-Orient, après la restitution du Sinaï par Israël, les orientations de la politique égyptienne. Madame, Monsieur, bonsoir. Engrenage militaire ou diplomatie musclée. Les troupes d'élite britanniques qui ont investi la petite île de la Géorgie du Sud, à quelques 1500 km de l'archipel des Malouines, ont rendu à la couronne britannique un territoire plus hospitalier aux pingouins, aux baleines et aux crevettes qu'aux quelques 200 Argentins qu'ils ont fait prisonniers et dont un seul a été blessé après de brefs combats. Mais le fait d'armes, sans créer vraiment la surprise, a flatté l'orgueil britannique et sans doute donné à Madame Thatcher un argument militaire de plus dans le conflit diplomatique. Le gouvernement reste déterminé à parvenir à une solution négociée, a affirmé cet après-midi le Premier ministre britannique à la Chambre des communes. De Londres, Bernard Rapp. C'est donc ici que les Marines britanniques ont débarqué hier matin. Un rocher glacé émergeant des eaux de l'Atlantique. Moins 15 degrés est une température moyenne et la chaîne montagneuse qui occupe le centre de l'île avoisine les 3000 mètres. Au moment du débarquement, il y avait sur l'île, outre la garnison argentine, une quinzaine de scientifiques britanniques. La Géorgie du Sud est en effet une base de recherche scientifique dans l'Antarctique. Surnommée l'île aux oiseaux et ne disposant que d'installations très sommaires, elle a été annexée en 1908 seulement par la Grande-Bretagne. C'est ce qui a toujours fait dire à Londres que son statut n'avait rien à voir avec celui de l'archipel des Malouines, contesté aujourd'hui. Longtemps utilisée pour le ravitaillement des navires britanniques, la Géorgie du Sud offre aujourd'hui une base d'opération irremplaçable pour la flotte anglaise. Je trouve que c'est important dans le sens que South Georgia a bien sûr un port d'abord très large, très grande, profonde, où on peut très bien accommoder la flotte britannique si on veut, les transports et tout ça. C'est à 800 miles des îles Malouines et ça veut dire qu'effectivement vous avez les possibilités que la marine britannique pourra ravitailler dans un endroit où il n'y a pas un risque d'une intervention aérienne par les Argentiniens. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu d'esbrouf autour de cela? Car le vrai problème, ce sont les Falklands. Et ce sera beaucoup plus difficile à récupérer. Ah oui, il n'y a pas question. Je vous dis tout d'abord que la première chose, c'est le coût politique, si vous voulez. Bien sûr, le coût stratégique politique. On est là, on a débarqué, on a indiqué que les marines peuvent faire quelque chose. C'est bien sûr une opération très étudiée, je crois. Ça, c'était évident. Il n'y avait pas de pertes britanniques. Non plus ou moins, pertes argentiniennes. Tout ça, c'est bien, je crois. Tandis que les troupes britanniques s'installent en Géorgie du Sud, c'est bien sûr l'euphorie qui l'emporte aujourd'hui à Londres. La presse populaire crie à la victoire et l'on a pu voir une Margaret Thatcher triomphante à l'annonce du succès des fusiliers marins anglais. Bref, les Britanniques estiment que la fronde il y a 3 semaines est maintenant lavée depuis cette nuit. La seule réserve vient en définitive de députés travaillistes qui sont de plus en plus nombreux à critiquer en privé l'option militaire prise par Margaret Thatcher alors que les négociations n'étaient pas achevées. Et cela, le gouvernement britannique devra en tenir compte à l'avenir. Mais pour le moment, Margaret Thatcher n'a rien à redouter, tant il est vrai, et l'on a pu le voir tout à l'heure au Parlement, qu'on ne tire pas sur un gouvernement victorieux. Et c'est bien une victoire que l'on fête aujourd'hui à Londres. L'Argentine, qui s'est déclarée techniquement en guerre contre la Grande-Bretagne depuis le débarquement d'hier, renforce fiévreusement son dispositif militaire dans les Malouines. Certaines parties des côtes seraient en train d'être minées. Des renforts ont été acheminés également sur la côte sud du pays et les hôpitaux ont été mis en état d'alerte. Les réactions argentines depuis hier dimanche, de Buenos Aires, Claude Gagnère. Dimanche matin, 9h. Depuis 2 heures déjà, les Anglais ont attaqué les îles Georgias. À Buenos Aires, bien sûr, personne n'en sait rien. La veille, la BBC sur ondes courtes a demandé aux Britanniques de quitter le pays au plus vite. On s'attend donc à quelque chose, et la population prie. Prie pour ces îles qu'elle considère faisant partie de son territoire national, qu'elle vient de récupérer sur l'anglais et qu'elle entend bien conserver. Midi. Nous savons, nous, que les Anglais ont attaqué le port de Grytviken. La junte militaire, pour l'instant, se tait, et la population fait son marché. Voici à quoi ressemble Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, alors que depuis 2 heures maintenant, on sait en Europe que les Anglais ont débarqué sur les îles Georgia.
et donc que les deux pays, l'Angleterre, la Grande-Bretagne et l'Argentine, sont en guerre. Les Argentins, eux, ne le savent pas. On est dimanche, 3 heures, la junte militaire n'a publié aucun communiqué. Il y a des Argentins près de nous, on peut demander. Est-ce que vous savez que les Anglais ont débarqué aux îles Georgia? Ah non, non sabía nada. Il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il en pense puisque je lui dis que c'est vrai? ¿Qué piensa de eso entonces? Y pienso que la Argentina va... Je pense que les Argentins se défendront jusqu'au dernier. Et je pense que les Argentins finalement triompheront. Qué desgracia. Quelle disgrâce! Quel malheur! Je le regrette car maintenant c'est la guerre. C'est irréversible. C'est une chose à laquelle on s'attendait. Mais maintenant on va sans doute se mettre à négocier. Avec plus de sérieux. 5 heures du soir, 70 000 Argentins se passionnent pour le derby Boca River. En Argentine, le football, c'est quelque chose. La télévision diffuse le match et l'interrompt pour annoncer que les Anglais ont attaqué. 10 heures du soir, sur la place de Mayo, la population ne sait toujours pas que les Anglais ont reconquis les îles Georgia. Ils savent simplement, comme le précise ce journal, que les Anglais ont attaqué, que les soldats se défendent vaillamment et que c'est pratiquement la guerre avec la Grande-Bretagne. À ces soldats qui résistent, et dont nous savons, nous, qu'ils se sont rendus, le peuple argentin apporte ses encouragements. Maintenant, il y a aussi quelque chose d'émouvant dans ces manifestants qui crient devant la maison du gouvernement que le peuple ne cédera jamais. Sur cette même place, le 29 mars, 2000 personnes étaient arrêtées. Ils venaient protester contre l'inflation, le chômage et réclamer un gouvernement démocratique, élu. Depuis, la junte militaire a récupéré les Malouines et tout le monde est décidé à se battre pour les conserver. Mais ce peuple, ensuite, voudra être récompensé et demandera sa liberté. Ce soir, dans ces cris, dans ces chants, il y a aussi de l'inquiétude. Si les Argentins perdent les Malouines, ils perdent aussi la promesse d'une démocratisation. Lundi matin, les Argentins savent, ils ont perdu les Georgias, il leur reste les Malouines. On verra. Solidarité complète avec l'Argentine, pays frère et non aligné. C'est en ces termes que Cuba, après Moscou, apporte son soutien au régime militaire argentin, avec qui pourtant les relations diplomatiques avaient été rompues. À Moscou, l'agence TASS a annoncé sans commentaire le débarquement britannique d'hier, un débarquement qui est interprété par l'ensemble des pays latino-américains comme un défi à l'organisation des États américains, qui se réunit en ce moment à Washington et dont les États-Unis sont membres. Washington pourrait bien se trouver en porte-à-faux, une fois de plus, entre ses obligations continentales américaines et son alliance avec la Grande-Bretagne. Les États-Unis feront tout ce qu'ils peuvent pour aider la Grande-Bretagne et l'Argentine à résoudre leurs différends, vient de répéter le président Reagan. Les réactions américaines... Situation très difficile, pour ne pas dire franchement désagréable pour les dirigeants américains. Aujourd'hui même, à Washington, devant l'Organisation des États américains, l'Argentine va faire appel à la solidarité du continent. Or, les Américains ont besoin de l'Organisation des États américains, qui est un peu leur création et qui leur sert à contrôler le continent. Difficile pour eux de refuser une certaine solidarité à l'Argentine sans risquer de perdre leur crédit, de compromettre leur image de marque. Surtout si les Argentins sont assez astucieux pour ne pas demander une solidarité militaire, mais pour se contenter d'une solidarité diplomatique, avec peut-être demande de sanctions économiques contre la Grande-Bretagne. De plus, cette solidarité est de droit si 14 des 21 pays membres l'exigent par un vote. De plus, les Américains savent que les Soviétiques sont là, prêts à exploiter leurs éventuelles faiblesses pour améliorer leur lien avec l'Argentine. Une Argentine qui bénéficie déjà depuis ce matin du plein soutien de Cuba. Mais d'un autre côté, difficile, pour ne pas dire impossible pour les Américains de lâcher la Grande-Bretagne, leur plus vieux, leur plus fidèle allié. La grande majorité de l'opinion publique, toute la presse, est favorable à l'Angleterre. De plus, les Américains savent qu'il existe en Europe un certain courant anti-américain. Et lâcher la Grande-Bretagne serait fournir à ce courant des arguments inespérés. Période donc difficile de pilotage à vue avec une très mince marge d'erreur pour messieurs Haig et Reagan. Ils vont essayer de ne faire de peine à personne, tout en sachant que c'est précisément quand on ne veut faire de peine à personne qu'on finit par se fâcher avec tout le monde. Retombée de la crise des Malouines sur les marchés financiers, l'or monte, la livre sterling et surtout le dollar baissent. La devise américaine a perdu plus d'1% aujourd'hui à Paris, dans la perspective d'une baisse des taux d'intérêt américains.
Un nouveau projet de loi, quelques 500 amendements dont 120 approuvés en commission spéciale. L'audiovisuel est sur la sellette au Palais Bourbon où les députés ont ouvert le débat. Un débat qui durera toute la semaine et qui pourrait bien se prolonger jusqu'à mardi prochain. L'enjeu, vous le connaissez, il s'agit, à partir du projet élaboré par le ministre de la Communication, M. Filiou, de modifier une nouvelle fois le statut juridique de l'audiovisuel en France dans la perspective de données technologiques nouvelles et aussi dans un contexte politique où l'audiovisuel représente, pour la majorité comme pour l'opposition, un terrain privilégié de la confrontation et des joutes oratoires. Le débat s'est donc ouvert cet après-midi au Palais Bourbon. Daniel Brem et Jean-Louis Le Sen. Peu de monde dans les couloirs et juste le temps pour Georges Filiou de congratuler le rapporteur socialiste du projet, Bernard Schreiner. Peu de monde dans les couloirs et personne, pour ainsi dire, dans l'hémicycle. Comme si la télévision intéressait davantage les députés quand ils sont dans leur circonscription, sur le terrain, avec leurs téléspectateurs, que lorsqu'il s'agit de voter à l'Assemblée nationale la nouvelle loi qui régira l'audiovisuel. De fait, aujourd'hui, personne ne semblait y croire, sauf peut-être le ministre de la Communication. 25 ans comme ça suffit. La télévision, depuis longtemps majeure, pourrait bien aujourd'hui être émancipée. C'est précisément l'acte d'état civique qui vous est demandé d'accomplir. La séparation de la télévision et de l'État. Messieurs les télécrates, bonsoir, bonjour la liberté. Apprendre, comprendre, voir, savoir, entendre et écouter, rire, sourire, aimer et détester, applaudir et s'indigner, pouvoir enfin répondre et pouvoir répliquer, bonjour la liberté. La liberté est un exercice difficile. Il comporte des risques. Le gouvernement les prend. Il vous invite à les prendre avec lui. Mais ce serait compter sans l'opposition qui, par le biais d'une question préalable, a envoyé au créneau un de ses jeunes députés. Alain Madelin a pendant 3 mois épluché la loi de 74 et les amendements de l'opposition d'alors. Et pour lui, l'actuelle majorité a 10 ans de retard. Audiovisuel, informatique et télématique. Au fond, vous rafistolez le monopole. Vous le débaptisez, vous renvoyez le fonctionnement de l'ensemble à d'innombrables décrets d'application, c'est-à-dire au bon plaisir du gouvernement, et ce, dans le brouillard financier le plus complet. Ce projet de loi nous propose un cadre vide que l'exécutif se réserve le droit de remplir à sa guise sans se soucier du Parlement, à qui, une fois de plus, on demande un blanc-seing, un acte de pure confiance. C'est en ces termes, Monsieur Filiou, qu'à ma place, en 1974, vous tentiez de justifier votre question préalable, comme une telle phrase s'applique aujourd'hui à notre situation. Pendant ce temps, dans les couloirs, les communistes manifestaient leur opposition à la loi Filiou. Ils espèrent toujours en revenir à une notion de service public beaucoup plus conforme à leur programme. Nous pensons que l'existence en France, notamment face à la concurrence du privé, d'un service public de qualité est une garantie de pluralisme, de démocratie et de qualité des programmes. En l'état actuel des choses, nous ne saurions soutenir, pour les raisons que je viens d'indiquer d'un mot, ce projet. Mais le débat va s'ouvrir, nous allons tout faire en ce qui nous concerne pour l'améliorer, l'enrichir, le changer afin que nous ayons une bonne réforme de l'audiovisuel qu'attendent les Français. Quoi qu'il en soit, si la droite devait escompter sur notre attitude pour nourrir quelque espérance, je veux la détromper tout de suite. Nous sommes dans la majorité au gouvernement et bien décidés à y rester pour la combattre en faveur du changement. Même si vous ne votez pas. Même si nous ne votons pas. En séance, après la plaidoirie de Roland Dumas, élu socialiste de Dordogne, les députés repoussaient la question préalable. Commençait alors le débat proprement dit. Robert-André Vivien, pour le RPR, accusait la loi d'être bête et méchante, et surtout de ne pas débarrasser l'audiovisuel de sa tutelle politique. Mais pour les petites phrases, ce n'est qu'un début. Avec près de 500 amendements, le marathon durera au moins jusqu'à la fin de la semaine, même si le résultat est acquis d'avance. Et les interventions se poursuivront dans la soirée. Vous en aurez le compte-rendu dans notre journal de 23h15.
Les victimes de l'attentat de la rue Marbeuf seront, comme celles de Copernic, indemnisées par l'État de façon équitable et rapide. C'est ce que le préfet de police de Paris a annoncé aujourd'hui en démentant lui aussi les informations selon lesquelles la police avait été prévenue d'une menace précise contre le journal arabe visé dans l'attentat. 6 personnes ont été entendues par la police pendant le week-end sans résultat. Elles ont toutes été mises hors de cause. À Vienne, en Autriche, une semaine après des attentats à l'explosif qui avaient déjà visé, sans faire de victimes, l'ambassade de France et les bureaux d'Air France, à Vienne donc aujourd'hui, un policier autrichien a été grièvement blessé d'une balle dans la tête à l'intérieur de la mission commerciale française. Le policier qui était de faction appartenait au service antiterroriste. Il a succombé ce soir à ses blessures. Le Premier ministre poursuit son voyage officiel au Canada, un voyage difficile, a avoué M. Mauroy, qui est depuis hier au Québec. Le Canada est un ami et un allié, mais des liens particuliers unissent la France au Québec, a dit M. Mauroy, qui a transmis le salut fraternel de la France au peuple québécois et à son Premier ministre, René Lévesque. M. Mauroy prononce aujourd'hui un discours à la Chambre de commerce de Montréal avant de quitter le Québec demain matin. C'est une semaine décisive pour l'évolution des dossiers communautaires qui s'est ouverte aujourd'hui à Luxembourg. 2 négociations parallèles, la contribution britannique au budget communautaire dont doivent discuter les ministres des Affaires étrangères et s'ils parviennent à un compromis, la fixation des prix agricoles qui occuperont les ministres de l'Agriculture. La situation à l'usine Renault de Flins, la grève s'est poursuivie aujourd'hui sur les chaînes de montage. Les négociations n'ont pas repris cet après-midi, elles reprendront sans doute demain. Il n'y aura pas de manifestation unitaire des syndicats le 1er mai à Paris. Les dirigeants des unions régionales parisiennes de la CGT, de la CFDT et de la FEN n'ont pu parvenir à un accord. Pour la 3e année consécutive, donc, les centrales syndicales fêteront le travail de façon dispersée. La CGT et la CFDT n'ont pu aplanir leurs divergences sur les rapports des syndicats avec la gauche politique et encore moins sur la Pologne. Pologne, le primat Monseigneur Glemp a été reçu hier à sa demande par le général Jaruzelski avant d'arriver aujourd'hui à Rome pour une visite de 4 jours. C'est la 2e fois que l'archevêque de Varsovie vient voir le pape depuis l'instauration de l'état de siège. Il s'est déclaré assez préoccupé de la situation en Pologne. Il semble bien qu'il n'a obtenu des dirigeants polonais aucune promesse sur la libération des prisonniers politiques. Le décret porte la date du 25 avril et pour le gouvernement israélien, cette date, autant que ses dispositions, ont valeur de symbole. Le gouvernement Begin a en effet décidé de créer 6 nouvelles colonies de peuplement juif en Cisjordanie et une autre sur le plateau du Golan. Cette mesure s'inscrit dans une politique générale de développement du peuplement juif dans les territoires occupés et représente la contrepartie officielle à la restitution du Sinaï qui, vous le savez, a eu lieu hier. Les implantations juives en territoires occupés contribuent à accroître la tension et à compliquer encore les négociations sur la question palestinienne qui doivent reprendre le mois prochain. Le président Moubarak l'a reconnu aujourd'hui dans son discours au Parlement égyptien. Un discours marqué par un hommage appuyé à son prédécesseur, le président Sadat, et marqué aussi par le souci d'affirmer la continuité de la politique égyptienne après la restitution du Sinaï. Le président égyptien a affirmé aussi qu'il n'était pas question de transiger dans le différend frontalier qui continue d'opposer l'Égypte à Israël pour 1 kilomètre de terrain à la frontière du golfe d'Aqaba. Après le 25 avril, qui pour les Égyptiens marque la récompense de la paix voulue par Sadat et dénoncée par les pays arabes, quelle politique le président Moubarak entend-il désormais imprimer à l'Égypte? Le dossier Pierre Serra. Anwar el-Sadat n'aura pas vu se réaliser son rêve, un rêve qu'il a payé de sa vie, la restauration par la paix de la plénitude territoriale de l'Égypte. Six ans avant sa mort, pourtant, dès 1975, la réouverture du canal de Suez, fermé depuis 1967, était le véritable départ de cette restauration. Depuis, le trafic maritime n'a cessé de se développer pour atteindre aujourd'hui son plein rendement, avec un rapport annuel en devises pour le pays de 900 millions de dollars. Durant l'année 81, par exemple, près de 30 000 navires transportant 300 millions de tonnes de fret sont passés d'Orient en Occident et d'Occident en Orient en transitant par le canal de Suez.
Depuis 1975 aussi, l'Égypte, qui avait récupéré le pétrole du Sinaï, avec d'autres sources dans le pays, est devenue un véritable pays producteur. 35 millions de tonnes actuellement chaque année, elle en consomme la moitié, elle exporte le reste. Avec le Sinaï, là, derrière moi, 60 000 km², 3 fois la superficie d'Israël, l'Égypte recouvre ses territoires. Et les accords de Camp David sont accomplis. Enfin, en tout cas, le premier cadre des accords de Camp David. Ce qui est sûr maintenant, c'est que la paix devient un fait historique. Et l'Égypte, pendant 30 ans de guerre contre l'État hébreu, s'est sans doute bien sûr considérablement affaiblie et tout cela a retardé son développement. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les chances de l'Égypte en paix. Ce sont bien sûr et tout d'abord les conditions économiques, en tout cas pas tellement mauvaises, en tout cas qui pourraient être pires, dans lesquelles se retrouve le pays au moment où il va devoir s'occuper uniquement de lui. Ressource importante qui va se développer elle aussi avec le Sinaï récupéré, le tourisme. Le principal attrait aujourd'hui, c'est d'abord l'Égypte des pharaons, tellement ancienne qu'elle nous paraît éternelle. Mais le tourisme balnéaire sur la mer Rouge et sur la Méditerranée, le tourisme religieux au centre du Sinaï, vont accroître les ressources touristiques de l'Égypte. Premier effet positif, donc. Fondamentalement, l'Égypte est un pays agricole. Les fellahs de la vallée du Nil s'éreintent au travail pour faire donner le maximum à leur lopin de terre, qui atteint rarement le demi-hectare. Il n'y a qu'à voir ces moyens antédiluviens encore en vigueur pour se rendre compte que la récolte annuelle ne peut évidemment suffire à nourrir toute la population. Et l'Égypte en est réduite à importer 60% des produits alimentaires qui lui sont nécessaires. Coût de l'opération, 3 milliards de dollars par an. Le pain, par exemple, n'a pas changé de prix pour la population depuis 1952. Mais l'État le subventionne bien sûr. Pour soulager cela, il est prévu d'implanter dans le Sinaï 1 million de personnes. Mais d'abord, il faudra créer là-bas des zones agricoles irriguées par les eaux du Nil. Un travail de titan, pas encore entrepris, qui devrait soulager d'autant les 40 millions d'Égyptiens qui sont les déshérités du pays. On les voit sur ces marchés de campagne où on pratique encore le troc par pauvreté, même si l'on aperçoit de temps en temps quelques billets échangés. Car il y a aussi ici un autre pays, une sorte de petite Suisse au charme oriental, qui compte 2 à 3 millions d'habitants, pour les uns très riches, pour les autres, pour la plupart, plus ou moins à l'aise. Pour tenter de trouver des solutions, on a essayé de créer des industries lourdes, comme ici à Helwan, au sud du Caire, pour produire avec le minerai amené à grands frais de Haute-Égypte, à 1000 km de là, l'acier le plus cher du monde. Le charbon nécessaire pour faire fonctionner ces hauts fourneaux étant importé d'Angleterre. Mais dans le Sinaï, il y a du charbon, qui pourrait rendre compétitifs les prix de revient de l'acier et améliorer le sort de ces travailleurs qui forment ici, dans ces cités, un sous-prolétariat créé pour absorber l'exode des campagnes surpeuplées, et qui vivent là dans des conditions à la limite de la salubrité et qui entretiennent des oies et des volailles apportées de leur lointain village. Autre solution classique au trop-plein de la population, l'émigration vers les pays arabes riches qui ont continué à accueillir les travailleurs égyptiens malgré Camp David. L'Égypte va maintenant sans doute se rapprocher du monde arabe, c'est une chance économique pour elle, mais c'est aussi un risque, puisque le problème palestinien, cause de la guerre israélo-arabe de 30 ans, n'est toujours pas réglé. Je ne veux pas un seul instant sous-estimer l'importance des événements qui se passent actuellement en Cisjordanie et à Gaza, mais je vous dirai quelque chose d'extrêmement important. Avez-vous une autre alternative que celle qui consiste à continuer à négocier, à continuer à maintenir un dialogue sur ce problème? Nous pensons qu'il est important de maintenir l'attention de l'opinion publique internationale concernant le problème palestinien. Et cette attention ne sera pas maintenue à travers des discours ou à travers des conférences internationales qui adoptent de nouvelles résolutions qui n'ont aucun avenir. Cette attention sera maintenue à travers des contacts directs, aussi bien avec les Américains qu'avec les Israéliens, qu'avec les Palestiniens, et j'espère avec l'Europe des 10. Sans doute, mais reste le plus grave des problèmes, l'islam. Religion de la soumission qui porte au fanatisme, il s'est développé considérablement.
Il pousse même les croyants à extérioriser leur foi, comme cette femme en extase ici. Tableau que l'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années. L'islam fondamentaliste a pris naissance et s'est développé sur les problèmes sociaux qui n'ont fait que croître, parce que l'Égypte avait pratiqué une sorte de fuite en avant pendant 30 ans. Parce que peut-être il était somme toute plus facile, même en perdant les guerres, d'affronter Israël plutôt que d'apporter des solutions aux problèmes intérieurs. Pour un Israélien, la paix égale sécurité. Pour les Égyptiens qui n'ont jamais été menacés d'être rejetés à la mer, la paix correspond à un espoir d'amélioration des conditions de vie dont la masse est encore très très loin. Ce minimum de progrès ne dépend pas seulement des salaires toujours très bas, mais aussi d'un effort d'éducation énorme. Et peut-être irréalisable quand on sait que 70% de la population est quasiment analphabète et a recours au scribe, à l'écrivain public, pour la moindre de ses formalités quotidiennes. En conclusion, la paix dont les conditions sont réunies avec la récupération du Sinaï demeure tout de même un état difficile à préserver, précaire parce que la paix sociale est en danger. Car au moment où l'Égypte recouvre l'intégralité de ses territoires, eh bien, elle recouvre aussi l'intégralité de ses problèmes. Le retrait israélien du Sinaï représente le triomphe de la diplomatie de la paix, a déclaré aujourd'hui le président Reagan. Les États-Unis vont poursuivre leurs efforts pour obtenir maintenant un accord sur l'autonomie palestinienne. À noter à ce sujet un sondage intéressant de l'hebdomadaire Le Pèlerin qui montre que 43% des Français interrogés sont favorables à la création d'un État palestinien. Incident spectaculaire cet après-midi près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Un Jaguar de la base aérienne s'est écrasé sur une voiture qui circulait sur une petite route. Le pilote de l'avion a pu faire fonctionner son siège éjectable, il est sain et sauf, mais la conductrice de la voiture a été tuée. Les débris de l'avion ont incendié son véhicule. Le procès des complices de Mesrine dans le rap de M. Lelièvre. L'avocat général a demandé 15 ans de réclusion criminelle contre Chaïevski et 7 à 8 ans contre Charlie Boer. Contre les compagnes de Mesrine et de Chaïevski, l'avocat général a demandé 5 ans avec sursis. Jean Edernalier a disparu. L'écrivain, polémiste, aux éclats bien connus du milieu littéraire et journalistique parisien, n'a pas été vu depuis hier soir. Il pourrait avoir été enlevé par un groupe mystérieux dénommé Brigade révolutionnaire française qui a revendiqué le rapt auprès de l'AFP. La voiture de l'écrivain a été retrouvée. La brigade criminelle a été officiellement saisie. 2 mots de sport. En cyclisme, le Belge Plancart a remporté la 6e étape du Tour d'Espagne. Au classement général, c'est un autre Belge, Criquelion, qui conserve le maillot de leader. En boxe, réouverture du Palais des Sports de Paris ce soir, avec en vedette le combat Louis Acariès-Pierre Joly. Si vous êtes amateur, vous en verrez sûrement des images dans notre journal de 23h15. Le temps maintenant, Alain Gillot-Pétré, que nous réservez-vous demain ? Eh bien écoutez, pour une fois, et pour qui me connaissent, c'est étonnant, mais je n'ai rien à déclarer. C'est exactement le même temps qu'aujourd'hui, mais je vais quand même vous le dire. Demain, des Flandres au nord des Alpes, le temps sera passagèrement nuageux avec quelques éclaircies et aussi quelques minuscules bruines. Vous pourrez presque compter les gouttes. Sur le reste du pays, ça s'améliorera en Corse dans l'après-midi. Il y aura encore quelques averses le matin, mais ça ira mieux l'après-midi. Partout ailleurs, des brumes sur l'ouest qui partiront le matin, bien sûr, et ça donnera l'après-midi, eh bien mon Dieu, du soleil, avec quelques passages nuageux, peu abondants. Les températures pour demain, c'est toujours assez frais au nord de la Loire, c'est stationnaire, mais ça monte légèrement au sud, en gros 15 degrés au nord de la Loire, 18 degrés au sud. Compte tenu de ces températures, les conseils de l'Agence pour les économies d'énergie, c'est la peau de chagrin en ce qui concerne les régions où vous pouvez arrêter votre chauffage. Il ne reste que les Charentes, le sud-ouest, le littoral de la Méditerranée et la Corse. Notez notre agenda pour demain, mardi 27 avril, 3 minutes de soleil en plus, levé 6h39, couché 20h58 et la fête de Sainte Zita qui est la patronne des employés de maison. À 23h15, vous avez rendez-vous avec Hervé Claude pour un dernier journal. Demain midi, Bernard Langlois parlera théâtre avec 2 metteurs en scène du théâtre de Strasbourg. Je vous rappelle les principaux titres ce soir. Ouverture du débat à l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel. La crise des Malouines. Londres veut poursuivre les négociations. L'Argentine renforce son dispositif militaire dans l'archipel. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée.